Bonjour, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet. Il ne s'agit pas de prépa concours, nous allons parler de prépa concours à la fin de cette vidéo. Je vais donner quelques astuces et quelques pépites à ceux qui font les prépas de ce concours-là. Mais aujourd'hui, c'est plus pour écouter. J'ai écouté sur TikTok notre jeune soeur, notre jeune fille, et elle a dit des choses que personnellement, elle a fait comprendre qu'elle était en doctorat, qu'elle était en thèse. Et personnellement, il y a beaucoup de questions que je n'ai pas posées. J'aimerais lui poser plutôt. J'aimerais lui poser beaucoup de questions. Et je ne sais pas si effectivement elle est en doctorat, si elle fait un master 2. Elle n'est pas précise dans ses dires et n'utilise rien. Bon, en fait, écoutons-la d'abord. On revient après. Je pense qu'il est temps qu'on parle de l'hypersexualité qu'on retrouve dans la jeunesse africaine. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, je suis doctorante en socio-anthropologie et au cours de mes investigations et notamment les possibilités que j'ai eues de plus en plus d'aller en Afrique pour faire des conférences sur différentes thématiques qui touchent la communauté afrodescendante, je me suis vraiment rendu compte qu'il y a vraiment une problématique au niveau de la sexualité chez la jeunesse africaine. Et c'est pas ce que vous croyez, c'est pas genre des problématiques liées au fait que oui, la jeunesse ne se protège pas, c'est pas que ça. Ou bien encore les questions d'MST et donc toutes sortes de maladies sexuellement transmissibles. C'est pas que ça. J'ai vraiment constaté que la jeunesse se dédie beaucoup à la sexualité. Je ne sais pas si je peux poser ça comme un problème ou pas un problème, mais en fait, ça s'est matérialisé notamment par le fait que quand je conversais avec beaucoup de parents, avec 50 ans, quarantaine d'années, notamment, j'ai eu la possibilité de me rendre dans des écoles du coup secondaires, collèges, lycées. Là où j'ai vraiment eu une prise de conscience, c'est quand je me suis rendue au Gabon durant ce mois de mars. D'ailleurs, big up à tous les Gabonais qui me suivent sur TikTok. Et en fait, on venait faire une conférence sur notre success story, on va dire, sur nos parcours pour inspirer les jeunes, etc. Comme la sociologie s'est très peu investie par les personnes issues des diversités, du coup, le but c'était que vraiment je présente mon parcours, comment du coup je suis partie des quartiers populaires pour arriver justement dans le monde académique, notamment dans la recherche et l'enseignement. Et en fait, un des gars qui intervenait à mes côtés, quand il parlait aux jeunes, il a tellement insisté sur la sexualité. En gros, il disait des choses, pour moi, à premier abord, c'était tellement misogyne. Pour moi, je crois que ça persiste à être misogyne. Mais en gros, le boug, il a dit, ah ouais, gardez bien en tête les jeunes, que le travail plus les filles est égal échec. Gardez ça en tête, gardez ça en tête. Et moi, je suis à côté, je trouve ça hyper violent. Le gars, lui, il habite au Gabon. Moi, j'habite en Belgique, en Europe. Et c'est vrai qu'à travers mon prisme, je trouvais ça tellement misogyne, tellement sexiste comme propos. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à parler à certains jeunes qui se démarquent notamment dans la communauté gabonaise, en fait. Et l'une d'entre elles, en fait, elle m'a bien expliqué que plusieurs de ses copines l'accusaient du fait qu'elle mentait sur ce qu'elle était, parce qu'en fait, c'est une figure qui se démarque vraiment au sein de la jeunesse gabonaise, parce qu'elle a la tête d'une plateforme qui vient en aide aux personnes porteuses d'handicap en Afrique, parce que c'est extrêmement tabou là-bas. Et en gros, plusieurs de ses copines l'accusaient de mentir sur le fait, vu qu'elle a 19 ans, qu'elle mentait sur le fait qu'elle avait peut-être fait plein d'avortements. Et donc, en l'occurrence, cette fille, elle m'a vraiment fait comprendre que pour la plupart de ses copines, du coup, la plupart de ses copines qui ont grandi dans le même quartier que elle, qui est un quartier populaire, la plupart, elles ont plein d'enfants à 19 ans, en moyenne 3 enfants par fille, quoi. Et je pense que le problème s'étend de manière plus macro lorsque j'ai eu l'opportunité de parler à des personnes, notamment qui ont grandi en Afrique. Ils m'ont témoigné que ce sont des territoires, finalement, où il y a tellement de difficultés socio-économiques que la jeunesse, en fait, elle s'y retrouve pas. Elle a vraiment du mal à s'y retrouver. Il y a beaucoup d'ennuis, surtout pour les jeunes qui n'ont pas l'opportunité de faire des études, parce que les études, pour ces jeunes-là, ça coûte hyper cher. Leurs parents ne peuvent pas toujours leur payer. Et donc, ils persistent vraiment dans ces groupes de jeunes énormément d'ennuis qui va être comblé par l'hypersexualité. Donc, ils se dédient beaucoup au vagabondage, on va dire, sexuel, parce qu'ils ont que ça à faire, parce qu'il manque énormément d'opportunités. Et je l'ai senti aussi, notamment quand j'ai été au Cameroun et au Gabon, qu'il y avait notamment beaucoup la culture d'aller boire un verre. C'est-à-dire, ça, c'est pas un problème à premier abord. Mais en fait, le fait d'aller boire un verre, c'est vraiment quelque chose d'omniprésent. Et quand on vous dit verre, c'est alcool. Avec vraiment une volonté de se défoncer à l'alcool, tellement que la vie est difficile, tellement qu'il faut expier ses souffrances. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué.
Et si vous consultez quelques articles scientifiques qui parlent justement de la posture des jeunes et du rapport à la sexualité, en dehors du fait qu'il y a les problèmes liés à l'MST, au manque de protection, au manque de connaissances, etc. Il y a aussi les problématiques vraiment des grossesses précoces aussi, qui est très marquée sur ce genre de... ces endroits du monde, quoi. Ça m'étonne parce que j'entends très peu de personnes en parler et je pense que c'est important aussi qu'on réfléchisse peut-être à éventuellement des solutions. Est-ce que vous pensez que c'est plus le fait de pouvoir fournir une éducation sexuelle à ces jeunes? Moi, je pense en tout cas, en l'occurrence, qu'il faut vraiment faire en sorte que ces jeunes aient plus d'opportunités et plus d'opportunités, qu'ils arrivent à se projeter dans la vie, quoi. Donc le gars qui a posé le problème là du départ que je viens de vous expliquer quand il disait ouais, travail plus fille est égal échec scolaire, moi je suis pas d'accord avec lui, mais dans le fond, je vois où il veut en venir. En tout cas, si son discours voulait concerner cette hypersexualité, je pense qu'il a eu raison de le faire. Surtout qu'au premier rapport, quand il en a parlé, j'étais pas où ce qu'il disait. Justement, ce que je constate beaucoup dans la communauté afrodescendante, du coup, ici en diaspora, c'est que, étant donné qu'il y a beaucoup de religions, l'impact de la religion, l'impact de la culture, fait que les jeunes, pour vivre leurs aventures homotico-sexuelles, surtout les filles, on le fait vraiment toujours en cachette. On est contrainte justement de pouvoir vivre nos expériences amoureuses dans le cadre d'une double vie en fait. Et pour moi, ce sont des contextes qui rendent propice le fait d'avoir des comportements dangereux parce qu'on le fait derrière le dos de nos parents, sous la précipitation. Et tout ça, pour moi, c'est des bombes à retardement pour pouvoir contracter des grossesses précoces ou non voulues, des MST, se retrouver dans des cas de VOL et sans le savoir parce qu'on manque de connaissances, parce qu'on veut partager ça avec personne, etc. Donc c'est vrai que ça nous met vraiment au centre d'un problème très compliqué. Et je pense que du coup, en Afrique, avec ces jeunes qui ont grandi en Afrique, ils ont aussi ces enjeux religieux, ces enjeux culturels, etc. Et je pense aussi que ça les propulse aussi dans un cadre où ils pratiquent cette hypersexualité, en plus en cachette de leurs parents. Et pour moi, c'est extrêmement dangereux. Je pense, je ne sais pas ce que c'est quoi votre avis, mais je pense vraiment que c'est important d'en parler vraiment. Je crois que vous l'avez écouté. Je parle de l'hypersexualité de la jeunesse africaine. Déjà, a-t-elle fait des études pour faire une telle vidéo, étant donné que ici dans sa vidéo, elle ne parle pas en tant qu'une simple TikTokeuse, parce qu'elle a une chaîne TikTok, une page TikTok, si on peut dire, ou une chaîne TikTok. Elle ne parle pas simplement de comme une personne vulgaire. Elle est une scientifique, c'est-à-dire elle s'appuie sur le fait qu'elle a une thèse pour pouvoir faire des études. Je voudrais relever ici plusieurs manquements à se dire. Et je voudrais dire que dans le fond, pour moi, selon moi, elle a encore beaucoup d'efforts à fournir parce qu'elle n'est pas précise dans ses dires. De 1, il faut faire la différence entre l'hypersexualité et l'hyperactivité sexuelle. La différence entre les deux. La sexualité est un terme global qui enferme, ce n'est pas le sexe absolument. C'est tout ce qui est lié au sexe, l'amour, les relations amoureuses, le comportement qui est lié à la séduction, tout ça comme ça. C'est tout un ensemble qui parle de la sexualité. Et par exemple, les règles, les caractères sexuels, masculins ou féminins, tout ça, ça rentre dans la sexualité. Or, l'hyperactivité sexuelle, c'est le fait d'avoir constamment l'envie ou bien d'être constamment dans le besoin de faire des rapports sexuels. C'est deux choses totalement différentes. Donc, je voudrais déjà m'inscrire, dire déjà que à cette fille que, bon, personnellement, je trouve qu'elle n'est pas très précise dans ce qu'elle dit. Dans la mesure où il faut déjà qu'elle fasse la différence entre l'hyperactivité sexuelle et l'hypersexualité. Elle doit être précise. Elle est anthropologue, selon ce qu'elle dit. Elle a une thèse en anthropologie. Et déjà même que lorsqu'elle parle de la jeunesse africaine, de quelle jeunesse est-ce qu'on parle? Dans sa vidéo, elle a cité uniquement deux pays de l'Afrique centrale, c'est-à-dire le Cameroun et le Gabon. Elle était au Gabon, elle était au Cameroun. Mais écoutez, personnellement, j'ai un problème avec ce qu'elle dit. En sociologie ou en anthropologie, on utilise les statistiques. A-t-elle fait un sondage? Parce qu'en fait, ici, elle devait nous apporter les statistiques.
j'ai interrogé peut-être 1000 jeunes, j'ai interrogé 500 jeunes de tel. Donc voilà, en fait, la science c'est ça, c'est la précision. Mais dans ce dit, il n'y a rien de ce genre-là. Elle n'a pas interrogé, elle interroge les voisins, les connaissances, tout ça. C'est pas une connaissance scientifique, ça. Ça, c'est pas une cause. Et normalement, elle ne devait pas faire allusion au fait qu'elle soit en thèse. Parce que le fait de faire allusion à sa thèse du doctorat, c'est ça qui m'a poussé à réagir. Parce que c'était une simple TikTokeuse, je devais me dire c'est normal. Mais étant donné que c'est une personne qui aspire à un diplôme qui lui permet de parler avec autorité, je voudrais un peu aller attirer son attention sur les manquements que j'ai pu observer à mon niveau sur ce qu'elle a dit. Il y a beaucoup de choses. Déjà, il faut comprendre que l'Afrique, il ne faut pas considérer les Occidentaux ou les Européens considèrent l'Afrique comme étant un pays. L'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique est un continent qui est constitué de plusieurs pays. Et l'Afrique est divisée, on peut dire que l'Afrique est divisée, on peut diviser l'Afrique en 3 grandes parties. Il y a l'Afrique du Nord, c'est-à-dire le Maghreb, qui est constitué de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de l'Égypte et on peut citer la Mauritanie et le Soudan, on va citer l'Afrique centrale. On va encore citer un autre pays que j'oublie, c'est la Libye. Donc voilà les pays de l'Afrique australe, on peut les citer comme ça. Maintenant, on peut rencontrer l'Afrique subsaharienne. On divise encore l'Afrique subsaharienne en 2 parties. Parce que ces 2 parties ont des comportements totalement différents. Donc on va dire l'Afrique noire. Et l'Afrique, sur la partie Afrique noire, c'est l'Afrique subsaharienne. Il faut d'abord comprendre une chose, c'est que d'habitude, les Occidentaux, les Européens considèrent l'Afrique du Maghreb comme étant ne faisant pas partie de l'Afrique. Ça dit même ceux qui sont de l'Afrique du Nord, ce Maghreb-là, très souvent ne veulent pas être considérés comme étant partisans de l'Afrique. Les Tunisiens, parfois les Algériens, les Marocains, tout ça, ils ne considèrent pas qu'ils sont en Afrique. Ils considèrent qu'ils sont peut-être en Europe, oui, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, et c'est ce qu'ils ne se considèrent pas souvent comme étant des Africains. Lorsqu'on parle des Africains, ce sont les Noirs. Et en fait, l'Afrique, je précise bien encore, même l'Afrique noire ou l'Afrique subsaharienne, c'est une multitude, c'est une grande quantité de pays qui s'est mélangée. C'est une multitude de pays. Ce n'est pas un pays. Donc, ça c'était d'abord une autre précision qu'il devait faire. Donc il fallait qu'elle nous dise, je suis allé au Gabon, au Cameroun, et les études que j'ai faites, c'est un exemple que je prends. Les études que j'ai faites, j'ai peut-être interrogé. Et elle est devenue donner le lieu où elle a interrogé cette personne-là. Elle est devenue donner parce que lorsqu'on fait de la statistique, on va avoir un échantillon représentatif des études qu'on veut faire. Elle est en sociologie parce que il ne faut pas oublier, l'anthropologie c'est une partie de la sociologie. Et ici, elle n'a pas justifié le comportement de ces jeunes-là. Qu'est-ce qui pousse? Elle a dit simplement que bon, il y a des amis qui ont dit que c'est peut-être dû à la pauvreté. Non. Elle est une scientifique, ça ne marche pas. Pour étudier une population, il faut entrer en immersion dans cette population-là. Il faut entrer en immersion et ne pas se contenter de ce qu'on vous dit. Vous devez entrer en immersion, vous devez aller habiter avec cette population-là. Il y a des observations, il y a ce que vous allez vous-même observer, il y a ce qu'on va vous dire. Tout ça fait partie des études que vous aurez fait. Donc ne pensez pas que vous devez vous placer à distance et puis observer ou bien demander aux gens leur opinion. Ça, ce sont des opinions, ce ne sont pas des faits scientifiques. Une opinion n'est pas un fait scientifique. Un fait scientifique vient être étayé par des preuves, des statistiques. Par exemple, en ce qui concerne la sociologie ou l'anthropologie, vous devez apporter des preuves sociales. Et ces preuves, c'est quoi? C'est de la statistique, des pourcentages. Vous devez nous dire, par exemple, que bon, j'ai interrogé peut-être sur telle quantité de jeunes, ou bien vous devez aller peut-être dans des institutions, prendre des données. Vous devez avoir des données qui vous permettent, par exemple, de payer vos dires. C'est vrai, ce n'est pas encore la thèse, ce n'est pas encore le doctorat. Je suis peut-être un peu trop dur à nouveau, mais ce n'est pas ça. C'est que je voudrais que, en tant que scientifique, en tant qu'anthropologue, futur docteur, que vous puissiez, par exemple, déjà apprendre à ne pas dire n'importe quoi, n'importe comment.
Parce que lorsque vous dites, vous êtes représentative des personnes, vous n'êtes pas simplement une tiktokeuse. Lorsque vous êtes sur la toile, lorsque vous dites déjà que vous avez notre peau, vous avez ma peau, vous devez, lorsque vous parlez, vous rassurer que ce que vous êtes en train de dire, parce que ça va retomber sur moi. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous aider, si possible, à améliorer votre façon de faire, à améliorer votre façon de dire, votre façon de présenter des faits. Et il y a eu des mots que vous avez eu à... C'est-à-dire, en fait, j'ai eu l'impression que je ne suis pas en profondeur dans un de vos voisins vous a dit que le travail plus fille est un échec scolaire. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Est-ce que vous avez cherché à comprendre? Il fallait demander à lui pourquoi il dit ça. Pourquoi est-ce qu'une personne dit une chose, vous ne comprenez pas ce qu'il dit? Au lieu de lui demander ce qu'il dit, ce qu'il veut dire, parce qu'il est le seul, l'auteur seul peut dire ce qu'il veut. Lui seul sait ce qu'il voulait dire. Il est l'auteur de cette pensée, il est l'auteur de ces mots. Il doit vous dire qu'en fait, voilà ce qu'il voulait vous dire. Vous devez l'interpeller. Vous devez l'interpeller et puis qu'il puisse vous dire concrètement ce qu'il est en train de penser. Pas ce dit-là. Travail plus fille donne échec scolaire. Moi, il ne comprend rien. Hein? Parce que l'échec scolaire, il va essayer de vous aider un peu, si possible. En fait, vous devez comprendre que, déjà, si on prend le cas du Cameroun ou du Gabon, en fonction des tribus, en fonction des ethnies, le comportement des jeunes, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Un jeune, et puis aussi, il y a l'impact de l'environnement social. Par exemple, la ville. Le comportement d'une jeune fille en ville n'est pas le même que celui d'une jeune fille au village. C'est-à-dire en campagne. Ce n'est pas la même chose. En ville, on a des filles un peu plus ouvertes, un peu plus matures, qui réfléchissent mieux. Et je veux vous surprendre. Lorsque vous parlez de l'hyperactivité sexuelle des jeunes africains, moi qui pense de l'hyperactivité, bon, en fait, moi je dis, vous avez dit hypersexualité, mais moi je dis hyperactivité sexuelle. Lorsque vous voulez parler de ça, moi je me dis que ça repose simplement sur on peut souffler ou bien parler ça dans le réveil de la main comme ça et puis ça part. Parce que lorsque au niveau de l'université à 1, il y a beaucoup de filles qu'on retrouve parfois en licence, master, doctorat qui n'ont pas encore connu d'hommes. Elles sont nombreuses. Or, lorsque vous parlez donc de l'hyperactivité sexuelle, de quel genre de personnes vous voulez parler concrètement? Vous dites par exemple que il y a un manque de, je ne sais pas, ce qui peut justifier, ceux-là ont justifié que par exemple les jeunes ceux qui se lancent beaucoup plus dans ce genre d'activité-là sont les personnes qui n'avaient pas qui n'avaient pas de travail ou bien qui, parce que c'est un manque de travail qui les poussait à poser des actes comme ça. Donc qui les poussait à être en activité. Je sais que ce que vous aurez voulu dire peut-être c'est ceci que la prostitution, parce que le mot que vous n'avez pas voulu utiliser dans votre... Vous n'avez pas voulu utiliser ce mot-là. Que par exemple, quand le gars parlait du travail plus fille devient échec scolaire, ça veut dire que c'est en fait la prostitution. Si les filles se prostituent, elles vont échouer à l'école. Bon, peut-être, mais je ne voulais pas entrer en profondeur là-dessus parce que vous savez pourquoi vous dites ça. Ce que je voudrais vous dire en ce qui concerne l'anthropologie, c'est que ce sont des faits sociaux. Il faut essayer d'étudier la population. Vous entrez à l'intérieur d'une population, vous essayez de la comprendre. Il n'y a pas une anthropologie de l'Afrique noire. Vous ne pouvez pas facilement faire une anthropologie de l'Afrique noire parce que l'Afrique noire n'a pas un comportement homogène. Les comportements sont hétérogènes. Donc, le comportement d'un jeune en ville déjà n'est pas le même comportement qu'un jeune en campagne. Le comportement d'un jeune Camerounais n'est pas le comportement d'un jeune Gabonais.
Le comportement d'un jeune tchadien n'est pas le comportement d'un jeune montagnien. Le comportement d'un jeune... Donc, on a des peuples qui sont hétérogènes, qui n'ont pas un comportement homogène. Donc, s'il faut étudier leur sociologie, s'il faut étudier l'anthropologie, leur comportement de tous les jours, leur rite et tradition et tout ça, pour justifier, vous devez aller plus loin. Je crois qu'il y a beaucoup de raisons. Parce que, je vais prendre un exemple simple. Je me trouve dans une région, dans la région de l'Est. Il faut comprendre qu'au plan anthropologique, par exemple, ici, une fille, peut-être que ça dépend des parents. Si les parents sont éduqués, les parents ont fréquenté, la plupart du temps, chez l'homme, les hommes ont un comportement presque... Bon, les hommes, la plupart du temps, il faut que les filles travaillent, il faut que les filles fréquentent. Mais chez les femmes aimeraient bien que leur fille tombe enceinte, par exemple, à l'âge de 14-15 ans, pour avoir son premier enfant, parce qu'elles estiment que l'espérance de vie n'est pas élevée. Et chaque femme voudrait être grand-mère, c'est-à-dire voudrait se voir être grand-mère avant de mourir. Voilà par exemple déjà, dans le comportement d'un peuple, mais ça, on ne peut pas généraliser ça dans tout l'Est, non. Ça, c'est un comportement d'une population que j'ai vue dans un village. Et elle me dit ça. Et maintenant, pour généraliser, il faut que j'essaie d'étudier peut-être que je passe un échantillon, peut-être si je suppose qu'il y a 20 ethnies dans une région. J'essaie d'étudier même 15 ethnies, ou bien je prends une population représentative, peut-être un lieu où on peut retrouver peut-être la majorité de ces ethnies-là. J'observe leur comportement et puis maintenant, à partir de là, je peux faire une étude statistique pour généraliser. Voilà. Donc, je vais continuer avec ce que notre petite soeur, notre fille nous a dit. Elle dit que, par exemple, on lui a fait comprendre qu'en moyenne, à 19 ans, la plupart des filles avaient 3 enfants. Avaient déjà plus, en moyenne 3 enfants. Elle ne nous a pas précisé. Est-ce que c'était les filles de campagne? Est-ce que c'était les filles de ville? Parce que si ce sont les filles de ville, moi, ça va beaucoup me surprendre. Parce qu'en ville, ce n'est pas le même comportement qu'au village. L'enfant en ville n'est pas le même comportement que l'enfant au village. Au village, on conçoit que l'enfant est un don de Dieu. L'enfant est une main qui va travailler. Alors qu'en ville, l'enfant est une charge. Il faut être responsable. Donc, la façon de voir les choses, ce n'est pas la même en ville qu'au village. Donc, je voudrais aussi revenir maintenant sur la dernière partie sur laquelle je travaille. Je vais parler, elle dit qu'elle est au Cameroun et au Gabon, la jeunesse pour sa boisson. Donc, les jeunes buvaient beaucoup. Mais ce sont les jeunes qui boivent. Parce que vous savez que pour boire, il faut avoir l'argent. Pour boire, il faut avoir l'argent. C'est vrai. Je ne suis pas contre. Les jeunes boivent bien. Mais combien de jeunes boivent? Quand elle parle au plan statistique, c'est combien? Quelle quantité? Ouais, on revient toujours au même problème. Elle a interrogé combien de jeunes? Combien buvaient parmi les jeunes qu'elle a interrogés? Donc ça, les ouïdis ne sont pas des faits scientifiques. Je voudrais te dire, ma fille, que tu as beaucoup à faire. Les sciences, c'est pas... Il faut être rigoureuse dans ce que tu fais. Dans ce que vous faites. Bon, excusez. Il faut être rigoureuse dans ce que vous faites. Parce que les sciences, c'est pas les ouïdis. Ce qu'on a entendu, ce qu'on a dit. Non, non, c'est pas ça. Ce sont les faits. Vous devez observer. Vous devez vivre. Vous devez être là pour apprécier vous-même. Donc voilà, c'est que... Et puis maintenant, peut-être que l'hypersexualité, bon, je vais bien dire que c'est l'hyperactivité sexuelle, pas l'hypersexualité. L'hyper, ça signifie que c'est au-delà. La sexualité normale. Mais est-ce que c'est de ça qu'il s'agit ici? Non, je ne crois pas. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Donc, ceux qui veulent faire le prépa concours, nous sommes là. Ceux qui veulent faire peut-être aussi... on a un groupe dans lequel on partage les anciens sujets avec certaines corrections. Bon, je vous dis, je précise que je suis encore en train de chercher un moyen de les scanners. Je suis en train de tester actuellement si les scanners pour voir ce qui filme bien. Donc s'il y a des personnes qui savent comment ils peuvent faire mon téléphone pour mieux filmer, j'ai un téléphone qui filme très bien, mais le problème c'est que je n'ai pas encore la puce. Je n'ai pas mis une puce à l'intérieur. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. Ceux qui veulent faire les prépas, nous sommes là. Pour ceux qui sont là à Yaoundé, nous sommes là. Et je précise que d'ici quelques temps, je dois mettre pour vos questions, je vais mettre d'autres personnes dans le groupe WhatsApp qui vont venir vous aider en répondant parfois à vos questions, en vous aidant aussi. Je vais mettre certains membres de notre groupe
poste dans le groupe WhatsApp comme administrateur. Donc j'ai précisé, et avant de finir cette vidéo, je voudrais attirer l'attention sur le fait que il y a une autre possibilité, vous avez une autre possibilité, c'est que les humains ont presque les mêmes types de profils psychologiques. C'est-à-dire si vous étiez appuyé sur un profil psychologique pour pouvoir travailler de façon scientifique, je pouvais comprendre. Parce que vous devez savoir une chose, c'est que de la même façon que vous avez dit ça à la fin de votre vidéo, que de la même façon que les filles cachent, les enfants cachent dans leur relation, par exemple leur relation amoureuse, leur sexualité à leurs parents, c'est la même, ici en Afrique, c'est la même chose ici en Europe, en Occident. Et vous n'avez pas précisé une chose, c'est qu'il fallait nous dire, s'il s'agit des enfants, il s'agit des enfants de l'Afrique noire qui se trouvent en Europe, ou de tous les Européens, de tous ceux qui se trouvent en Europe, c'est-à-dire les noirs et les blancs mélangés. Vous n'avez pas dit ça dans votre vidéo. Parce qu'en fait, vous devez savoir, si vous étiez appuyé sur un profil psychologique de l'être humain, vous devez être d'accord avec vous là-dessus. Là, vous pouvez essayer de généraliser en citant par exemple les différents profils psychologiques, en nous disant par exemple que bon, ceux qui sont par exemple les timides ou bien ceux qui ont tel genre de comportement, voilà comment ils réagissent, voilà. Et ce sont, mais jusqu'à là, ce sur quoi vous devez vous appuyer pour parler concrètement, ce sont les statistiques. Vous ne pouvez pas faire donc parler d'une chose de façon aussi lente de le faire là. C'est trop léger ce que vous faites. La façon dont vous travaillez n'est pas franchement. Et bon, on peut se poser la question, hein, sur quoi vous avez travaillé en Master 2. Parce que si déjà vous dites que en thèse ou en doctorat et que vous réagissez comme ça, franchement, c'est vrai, vous allez me dire que vous êtes sur TikTok et que vous êtes en train de parler peut-être au vulgaire, c'est-à-dire à n'importe qui. Mais vous devez savoir une chose, c'est que une scientifique ne parle pas n'importe comment. Il y a une façon de parler. Vous êtes une sociologue, vous êtes une anthropologue. Donc ça signifie que vous devez, lorsque vous parlez, savoir que vous ne pouvez plus vous enlever cette casquette de scientifique sur vous. Vous ne pouvez plus. Vous devez être rigoureuse dans votre raisonnement. Vous devez être sûr de ce que vous dites. Et vous devez utiliser des arguments solides. Vous devez utiliser des statistiques. Parce que l'anthropologie ou la sociologie sont purement la stat. C'est purement la stat. Parce que, bon, c'est purement la stat. Donc voilà, on se voit prochainement. Inch'Allah.